Puisque la mémoire est encore bien parlante, nous vous présentons ce document vivant sur l'origine et l'histoire de la municipalité de Saint-Georges de Windsor. Entre la création de la paroisse de Saint-Urbain en 1852, qui deviendra la municipalité de Saint-Georges de Windsor en 1860, à aujourd'hui, bien des gens sont venus au monde et sont disparus, emportant avec eux leur histoire. On peut penser aux premières familles comme les Forêt, Dorval, Boucher ou les Lamirande, Hamelin, Le Tendre et combien d'autres qui se sont installés dans la région. Ces pionniers font partie du passé, mais les descendants sont toujours bien présents. Si nous avions une machine à voyager dans le temps, nous pourrions vous montrer non seulement comment c'était avant, mais aussi ce que ces défricheurs ont enduré pour bâtir ce coin de pays. On va plutôt rencontrer, le temps d'une partie de cartes, des citoyens qui ont encore leur histoire en mémoire. Ils se sont portés volontaires pour nous transmettre les moments importants de leur vie et celles de la municipalité. Vous les connaissez, puisqu'à Saint-Georges, tout le monde se connaît. S'ils sont autour de cette table, ce n'est pas parce que ce sont les meilleurs joueurs de cartes. Non, le but du jeu n'est pas de gagner, mais de garder les histoires du passé bien présentes. Et pendant que l'on brasse les cartes, eux brassent leurs souvenirs. Je vous présente donc, par ordre alphabétique, nos joueurs et joueuses de cette partie d'hier à aujourd'hui. Aldéi Baudouin. On le surnomme le père de la halte municipale, l'Observatoire de la Vache. Non, son signe astrologique n'est pas Taureau. Jocelyne Bergeron, une femme qui a à cœur l'histoire de Saint-Georges et qui a su gérer la réalisation de la halte municipale, une vraie dame de pique et de pelle. Chapeau, Jocelyne. Claude Clément. Il s'est impliqué dans tellement de dossiers qu'on le considère comme un véritable atout. Léandre Corriveau, roi des organisateurs. Quand il a une idée, ça peut se faire. Et si ça ne peut pas se faire, Léandre dit que ça ne pouvait pas se faire. Jean-Paul Lamirande. Il peut nous parler de l'Église ou de la fromagerie. Car dans ces deux domaines, c'est un as. René Perrault, actuel maire, pour ne pas dire perpétuel maire, parce que pour lui, la vie municipale, c'est une histoire sans fin. Et il connaît ses dossiers par cœur. Bon, les cartes sont brassées, les souvenirs aussi. Comme disaient les anciens, pareil, pas pareil, on y va. À Saint-Georges, on voulait être sur la map, on voulait que les gens nous connaissent. On avait déjà la fromagerie qui faisait en sorte que plusieurs personnes venaient à Saint-Georges, mais on avait aussi des beaux paysages et puis on avait un endroit où on pouvait voir à peu près tous les environs, de Mont-Mécantic au Mont-Sud et ainsi de suite. Et puis les gens ont pensé qu'un observatoire ça ferait un job là, pour nous permettre de se faire connaître un peu plus. Fait qu'on a visité des lieux pour avoir des idées sur les promontoires qu'on pourrait faire. Et puis, ce qu'on voyait surtout, c'était des tours. Puis, moi, je trouvais pas ça tellement original. Fait qu'on s'est mis à réfléchir. Et puis, j'ai pensé, suite à une discussion, une rencontre que j'avais eue avec mon beau-père qui revenait de la Beauce. Et là, il avait vu un gros cheval en bois, où il pouvait entrer dans le cheval et puis s'asseoir 4 personnes, puis prendre un repas. C'était dans une maison de campagne, là. Et puis il me contait ça, qu'il était enchanté de ça. Puis là, l'idée m'est venue, moi, de faire une vache pour le promontoire. Une grosse vache avec une plateforme dessus, où on pourrait là, admirer le paysage. Là, Puis j'avais sur ma ferme un endroit idéal pour ça. Je l'ai offert à la municipalité. Puis, avec le temps, bien, ça s'est conclu. Ce qui était difficile, c'est de faire admettre aux gens qu'une vache pouvait faire le promontoire. Ça a été assez difficile. Ils ne comprenaient pas au début que ça serait quelque chose d'intéressant. Mais ça n'a pas été long, ça a pris peut-être 6 mois, mais ils en sont venus à la conclusion que ça pourrait être parfait. Et là, le comité de développement de Saint-Georges a ramassé l'idée, puis il a continué avec ça. Puis moi, j'ai dit, on a ça de quoi de beau à Saint-Georges, moi, tout. Fait que j'avais emmené des gens du comité de développement. J'ai dit, il faut aller voir sur la côte, il y a de quoi à voir, là.
Fait que ça a commencé que, je ne sais pas si je suis un des premiers à avoir pensé à ça, mais en tout cas, j'ai emmené la gang là. Suite à ça, on a commencé à parler de site d'élévation à Saint-Georges, puis on disait qu'on avait 7 clochers à voir, puis ça m'intéressait pour présenter Saint-Georges. Eux autres ont décidé que Jocelyne Bergeron-Pinard serait la personne toute désignée pour s'occuper de la construction de cette vache-là, avec la collaboration des municipalités environnantes. Le conseil municipal s'est impliqué aussi, et puis le conseil municipal avait, disons, pu amener les autres municipalités à s'impliquer dans le projet, parce que c'est devenu une tour ou un observatoire régional plus que Saint-Georgeois, là. Je suis agricultrice. Je demeure à Saint-Georges depuis le mois d'août 1976. Ça veut dire presque 48 ans. Puis ma grand-mère est native de Saint-Georges. Et en fouillant dans les vieux documents, j'ai retrouvé que j'habite sur la ferme où ma grand-mère est née et qui est dans la famille depuis 9 générations, si on remonte à l'époque des Abénakis. Alors, c'est une ferme qui se transmet de grand-mère à petite-fille et j'espère que je transmettrai à ma petite-fille, moi également. La halte routière, c'est un magnifique rêve. C'est un défi qui s'est lancé de, bien là, qu'est-ce qu'on fait qui n'est pas comme tout le monde? Au lieu d'une tour ou d'un bidon de lait, comme il avait été suggéré, on a décidé de créer une belle vache. On lui a donné la position couchée parce qu'une vache, ça rumine, ça a besoin de repos, et lorsqu'elle rumine, elle produit plus de lait. Comme on voulait pouvoir nourrir toute la population, on l'a mis couché parce qu'une vache debout marche, mais ne rumine pas, ne produit pas de lait. Alors, une vache productive en haut de la côte pour nourrir tout le monde. Moi, j'ai dessiné les plans de la vache. J'ai consulté des géologues, des ingénieurs, des architectes, et personne ne voulait toucher à rien. La seule personne qui m'a donné des conseils, c'est Francesco Spertini, géologue à la mine d'asbestos, qui m'a expliqué les mouvements des pierres et comment je devais me protéger pour un éboulement. C'est les seuls conseils techniques que j'ai reçus. Alors, le chantier lui-même a duré 4 jours. À l'intérieur du corps de la vache, on a installé un grand beam, un H-beam. Excusez l'expression en anglais, mais je ne la connais pas en français. 2 morceaux de fer dos à dos, boltés, et avec une soucoupe pour empêcher la sortie. Et après ça, on a dit on peut installer la tête qui est en béton flexible pour recouvrir et bien fixer après le corps de la vache. Même si on tire sur la tête, le morceau d'acier ne sortira pas. C'est là pour rester. Moi, il y en a qui m'ont dit il faut que ça dure 2-3 ans. J'ai dit bon, moi, ça dure 200-300 ans. Les roches proviennent de quelques champs seulement. Le remplissage sous la vache, on a disposé de roches qui proviennent d'une terre du rang 4. Ça nous a pris 2 jours pour faire le remplissage. Il y a 16 pieds d'épais de roche sur 90 pieds par 120 pieds. C'est tout du remplissage pour arriver à la hauteur de la route. Après ça, on a construit la vache sur le dessus. Ça a pris 2 jours de monter le monticule de roche pour faire la vache. Ça a été un défi. Après ça, c'était en 2001. En 2002, je n'ai pas pu donner suite au chantier. Ma mère est décédée, j'avais d'autres soucis à régler. Alors, la reprise du chantier s'est faite en 2003. On a construit la tête et aménagé l'escalier, qui est la queue en réalité, qui va en forme de V, qui est étroite et qui est élargie pour faire le crin de la queue de la vache. On s'est amusé. Les roches chez nous, on les avait accumulées depuis 5 ans. On ramassait de la roche dans le champ, on la mettait toute en andin le long de la route, du chemin de ferme. Alors, quand est venu le temps de la reprise, il y avait une pelle qui chargeait, 4 camions qui transportaient, une pelle et un boule qui plaçaient sur le belvédère. Alors, ça s'est fait de façon rapide, avec peu de machinerie, mais c'était la synchronisation de tout. C'était un vrai bal de circulation. Les camions de roche vides, les camions de roche pierre pleins, et on a bâti rapidement. Le premier croquis qui a servi de campagne de financement à vendre les billets pour ramasser des fonds, c'était un croquis de Mme Josée Perrault, une grande artiste peintre de la région. Et moi, j'ai repris l'idée
qu'elle avait mis la vache à l'horizontale avec les détails techniques que mon ami géologue m'avait donnés. Alors, avec Francesco, on a dessiné des illusions. La vache est en pyramide, même si elle a une illusion de panse gonflée sur le profil. Il fallait mettre des plus petites roches à l'extérieur avec des roches plus grosses au-dessus. C'est tout un jeu d'illusions. Au début, je peux dire que je trouvais que c'était une idée vraiment farfelue. Je me disais toujours, il y a quelqu'un qui en a fumé du bon. Mais non, ça a été une idée géniale, vraiment. Hein. Puis quand il est venu le temps de la construction, naturellement, j'étais maire, puis à la MRC, j'avais amené l'idée de cette fameuse vache-là. Puis vraiment, toutes les municipalités rurales ont vraiment toutes participé. Ils ont envoyé un camion pendant une journée, justement pour le transport de la roche, amener la roche, installer ça, monter. Fait que je trouvais que c'était un beau lien MRC même pour ça. Puis aujourd'hui, on passe n'importe quand. L'été, là, il y a toujours quelqu'un arrêté à la halte routière. C'est impressionnant. Il y a du monde qui vient de loin. On a même retrouvé dans un questionnaire dans le Vermont qui parlait justement un animal qui représentait une vache. Puis, on est même sur un questionnaire du Vermont. C'est juste pour dire comment que ça peut être intéressant. C'est vraiment un lieu où ce que les gens, souvent, on cherche une place, on les prendrait en moto ou faire visiter. Puis vraiment, cette vache-là fait vraiment passer beaucoup de monde chez nous, qui fait connaître Saint-Georges pas mal grand dans le Québec, là, et ailleurs. L'histoire fromagère à Saint-Georges, ça remonte à très loin. En 1884, M. Ernest Tremblay avait 21 ans. Il a organisé la mise en marché collective. Selon moi, on pourrait qualifier ça de premier plan conjoint sans contrat. Tout le monde se donnait leur parole et se faisait confiance. Dans les documents que Mme Monique Marcotte m'avait prêtés à un moment donné, j'avais remarqué 19 fromageries beurrées. Je prenais les noms, j'ai cherché sur les cartes cadastrales. Parfois, j'ai des noms, parfois, j'en ai pas. J'ai retrouvé dans le registre de taxes foncières les numéros de lot. Alors, j'ai pu situer les 19 fromageries beurrées sur l'ensemble du territoire. Il y a des fromageries beurrées qui c'était pour 2 ou 3 fermes. C'était pas toutes des grosses fromageries, là. Et en 1884, M. Tremblay ramassait les produits des 19 fromageries beurrées. Il faisait la tournée le mardi. Le mercredi, il était à Montréal. Il avait pris le train à Denville. Il montait à Montréal, au marché central, vendre les produits des gens de Saint-Georges et revenait par le train de Sherbrooke le vendredi. Ce qui n'était pas vendu à Montréal était vendu à Sherbrooke. Il dit « Je ne donne pas les produits, je les vends ». Et l'argent était redistribué durant la fin de semaine aux producteurs qui avaient fourni tant de livres de beurre, tant de livres de fromage. C'était vraiment la solidarité, c'est une collectivité qui s'était soudée ensemble, l'entraide. Et l'entraide est allée jusque dans la mise en marché des produits. C'est vraiment quelque chose d'unique. Et après, quand M. Tremblay a lâché le métier, à un moment donné, on ne fait pas ça toute notre vie jusqu'à 100 ans, après ça, il y a eu des créations de coopératives. La coopérative laitière du rang 2, je ne me souviens pas combien de producteurs, mais en tout cas, il y avait les gens du rang 2, du rang 3 qui descendaient tout leur lait au coin de la route Proulx et du 2e rang. Ça, c'était la coopérative. Et une autre coopérative avait été créée dans le 4e rang, entre le 4e et le 5e. Et les gens, eux, écoulaient leur production à la gare de Denville. C'était plus facile d'accès pour eux. C'est vraiment question de route. C'est ça qui a fait le développement de la mise en marché. Alors, l'histoire fromagère de Saint-Georges, c'est vieux, puis c'est bon. Les fromageries, dans le temps, là, dans les années 1800, là, 80, les cultivateurs avaient 2-3 vaches pour se nourrir. Puis à un moment donné, ils ont eu un surplus de lait. Ça ne va pas quoi se faire. C'est là qu'ils ont fait... les fromageries sont arrivées en 1881. Le premier fromager, c'est M. Guérette, qui est venu, le premier fromager à Saint-Georges. Pour revenir dans mon bout, Jean-Paul Lamirande reste en s'en allant vers Saint-Camille, vers Saint-Camille. Il s'est bâti une fromagerie en
à droite, il y a la route du Toit, là. C'est une cabane qu'ils ont bâtie pour se mettre à l'abri tout simplement. Puis ensuite, l'hiver, ils n'en faisaient pas de fromage. Les cultivateurs allaient au bois, ça fait qu'ils ne faisaient pas de fromage. À un moment donné, il y a eu de la misère à arriver. Hey, il y a une scène la livre faire le fromage, là. Faut qu'il en fasse du fromage pour vivre, là. Ça n'arrivait pas. Ça fait que c'est là que les cultivateurs, Papa a été le premier à avoir une coopérative pour envoyer le lait à la même place. C'est là qu'ils ont bâti une bâtisse neuve avec le logement qui pouvait vivre là. Il a été plusieurs années. T'as des particuliers des particuliers, celles qui savaient faire du fromage, qui étaient engagés. Mais là, c'est pas tout le monde, hein, ça voyageur dans le temps. Ça fait qu'à un moment donné, ils ont fait une coopérative pour tout le fromage vienne là. La coopérative, autrefois, il y avait le beurre, la crème, le fromage. Ils ont fait du fromage. Et puis l'hiver, pour l'été, il y allait à la rivière, qui était pas bien loin, chercher de la glace qu'ils mettaient dans le brintis pour conserver le fromage. Puis à 3 semaines, je peux pas dire, là, il allait à Denville. Chaque contribuable qui était membre, il allait amener le fromage à Denville. Une fois par semaine. Il y avait des meubles. Il appelait ça des meules de fromage. Là. Ça pouvait peser 200 livres. Là. 100, 200 livres, ça dépendait. Là. Il allait amener ça. Puis il partait à 5 heures le matin pour l'été, c'était chaud, pour pas qu'il y ait eu le temps de trop réchauffer. Là, M. Proulx, là, qui en fait du fromage, comme dans l'ancien temps, là, lui, là, il est arrangé avec la fédération. Il achète tant de livres de lait pour faire son fromage. Il fait du fromage, puis ça se vend comme des petits pains chauds. Il en fait différents. En crotte, en meule, il en fait différents. Ah, ça part le fromage en crotte du samedi, là. Il en manque. Premièrement, la municipalité de Saint-Georges est fondée depuis 1861. Puis en 1960, en tout cas fin 60, début 61, dans ces eaux-là, je pense qu'il y avait des chicanes un peu de comment ça coûte au canton versus comment ça peut coûter au village. Les gens du village voulaient avoir des trottoirs en bois. Les cantons voulaient que les chemins soient déblayés, voulaient que les chemins soient refaits, gravelés, nivelés. Puis naturellement, un n'était pas d'accord à payer pour l'autre. Puis là, je crois qu'il y a probablement eu des têtes plus fortes, mettons, qui ont réussi à convaincre d'autres dans le village ou dans le canton, justement de dire qu'il serait mieux s'ils seraient séparés. Donc, j'ai l'impression que des deux côtés, il y avait des gens qui étaient d'accord à la séparation. Puis ce que j'avais entendu même que le gouvernement était un peu pour ça que les séparations. Donc, en 61, si je ne m'abuse, la séparation s'est faite entre le village et le canton. Donc, ils ont créé Saint-Georges-Village et Saint-Georges-Canton. Tout ce beau monde-là allait à la même église, à la même école, profitait probablement des mêmes services de magasins généraux, tout ça, mais la chicane a fait que ça s'est séparé. Là. Je suis natif de Saint-Georges-de-Windsor. J'ai été maire 10 ans, j'ai été conseiller 10 ans pour le village. Lors de la diffusion en 61, j'étais très jeune. Au début, dans les années 80, on avait parlé de refusionner ça un petit peu. On avait parlé le conseil du village avec les conseils du canton du temps. Puis ça n'a pas trop marché dans les années 80, ça n'allait pas bien. Ça n'avait pas passé. Fait qu'on s'est repris dans les années, au début 92, 93. Là, le monde était plus. Là, on avait trop des ententes à la municipale, puis on défrayait trop les coûts à deux. Fait que là, on s'est dit pourquoi avoir 2 municipalités, ça impliquerait moins de personnes, ça faisait 6 conseillers au lieu de 12, puis que ça faisait moins de personnel. Fait qu'on s'est dit peut-être qu'on sauverait des coûts. Fait que là, on a eu des informations que le gouvernement, des discussions que les gouvernements. Puis là, ils ont dit oui, il y a des subventions pour ça. Puis ils nous ont aidés à fusionner ça. Fait que là, la fusion en 1900 finale, c'était en 1994. Il y a eu comme
un petit laps de temps. Ça a été géré par les 2 conseils. Après ça, il y a eu élection. Une élection globale pour toutes les... Il fallait avoir 3 conseillers du village, 3 conseillers du canton pour faire le premier conseil municipal. C'est ça qui a été fait. Puis, fait que là, ça a été en élection. Puis c'est M. Perrault qui a été élu maire en 1994. Fait que, après ça, ben là, c'est de l'attente. Là, tout le monde a l'air satisfait. Puis la municipalité elle est en bonne voie. Puis, il y avait beaucoup de changements dans les années 90. Là, fait qu'on a fait. Fait que là, c'est pour ça qu'il a été toujours la question de la fusion. Moi, j'avais toujours mon principe. On discute, on en parle. Lorsqu'il y a un vote de prix, il faut se rallier à la majorité. Fait que mon principe, moi, c'est ça. Toujours se rallier avec la majorité. Qu'on soit pour, qu'on soit contre. Mais après ça, le poteau va revenir parce que toi, tu es à compte de tout revenir. Si on va avoir une bonne entente au conseil municipal, là, je pense que c'est là qu'il est la bonne entente. Il faut avoir une bonne entente. Puis de ne pas trop penser qu'on a raison sur tout. Là. On ne peut pas avoir raison sur tout. Là. La partie de l'électricité, justement, j'ai eu une discussion avec ma mère il n'y a pas longtemps. Puis justement, il avait acquis une résidence dans le canton, eux autres en 50. Puis ils ont commencé à l'habiter juste en 51 parce que l'électricité est arrivée dans les cantons en 51. Donc, c'est sûr qu'il devait y avoir plus de commodité au village qu'au canton parce que l'électricité était déjà dans le village depuis quelques années. Fait que, j'imagine que ça a pu aussi peser dans la balance de la séparation. Là. Je ne pourrais pas dire, je ne suis pas assez sûr. Aujourd'hui, c'est la même chose. Hein? On fait des trottoirs au village puis on fait du gravier dans les cantons, mais je pense que tout le monde savent qu'il faut être unis et être plusieurs ensemble pour s'offrir justement tous ces services-là. Souvent, j'ai l'impression que plus qu'on est de monde à se partager la tarte, ça coûte moins cher à tout le monde puis on peut en avoir plus. Là. On peut s'offrir plus de choses. Peut-être une chose qui a été importante avec la fusion, c'est qu'on a acquis les bâtiments de la Caisse populaire. On les a transformés pour faire un bureau municipal. Donc, toute la population a le même bâtiment pour aller... On a aussi, par la même occasion, fait une bibliothèque. Donc, on fait le bureau municipal, une bibliothèque, puis une salle de conseil. Donc, je pense que ça, c'est un bel acquis, justement, pour la communauté face à la fusion. Là. On peut vraiment s'identifier à une place. Puis toujours, là, ça va toujours être là. Avant ça, c'était sous-sol de la directrice. La directrice changerait l'autre sous-sol. Donc, là, le monde peut s'identifier vraiment à une seule place. Là. C'est quand ils ont voulu faire un village, mais ils ont pris 1 000 chaque bord du village pour mettre dans le village. Tu sais. Parce que le village est trop petit. Ils ont été chercher 1 000 dans le rang 2, 1 000 dans la route de Windsor, puis ça, je ne sais pas exactement la grandeur, mais en tout cas, pour agrandir le village, ils ont été chercher tout le monde alentour. Je suis natif de Saint-Georges, j'ai toujours vécu à Saint-Georges, et puis depuis 1978, je suis en affaires, mon commerce, un garage, que j'opère depuis tout ce temps-là. Puis, je suis un enfant de la paroisse, puis j'ai des gros intérêts pour Saint-Georges-de-Windsor. C'est la raison pourquoi on est ici aujourd'hui. On a vécu le 125e. Le 125e, ça a été très, très bien organisé. Par contre, dans le temps, le 125e, on n'avait pas ce qu'il fallait pour prendre des films puis de quoi d'intéressant. M. Henri Fréchette a travaillé beaucoup là-dessus. Et puis, il y avait une parade qui a été diffusée sur cassette. La cassette n'était pas parfaite, mais au moins, on a des archives. Puis, ce qui est remarquable de Saint-Georges, le 125e, c'est la communion à l'Église. Parce que là, quand on voit la présentation, le film sur la communion, si on peut dire, là, bien, on voit tous nos anciens de Saint-Georges qu'on a connus, qu'on a entendu parler. On était petits gars, puis on était plus jeunes. Et puis, tu regardes ces gens-là qui sont plus là aujourd'hui, mais on les voit tous aller communier chacun le tour. Ça m'a épaté, ça. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Quand j'ai dit 150e, là, faut pas manquer ça. Il faut vivre ça encore.
On a eu la parade aussi qu'on a faite. La parade, on a essayé de faire sortir des machines antiques. On a eu de Wotton, on a eu M. Alain Charland, qui est venu avec un vieux batteux, puis un vieux tracteur, puis des moissonneuses batteuses, puis des lieuses, je veux dire, des lieuses dans le temps, là, des équipements comme ça. On a un beau livre qui a été fait, là, dans le temps, là, c'est M. Bilodeau qui s'est occupé de ça dans le temps, là, qui nous avait monté l'idée, là. Celui qui fait soir les Canadiennes, là, c'est lui qui s'est occupé de ça. Ça a été très bien fait, puis c'est ce qui nous reste du 121e. On a des livres là-dessus, on a eu un beau livre, on a eu une parade. C'était une année là, de festivités toute l'année. Il y avait des choses organisées là, quasiment tous les mois, qu'il y avait de quoi d'organiser, puis ça a été de quoi qui était très bien. Tous les curés de Saint-Georges ont tous passé en chaire, puis ont tous fait le sermon, chacun à sa façon, puis ça a fait rire tout le monde, puis après ça, ben, le monde a été photographié dans les livres, fait qu'on peut voir qui est allé, qui est allé. Les gens, la majorité, pas la majorité, mais il y en a plusieurs de disparus depuis le temps. Là. En 1908, le grand incendie des tourbières. À Saint-Georges, dans le rang 3, il y a une tourbière qui a brûlé au début. Un été très sec. Le mois de juillet, pas de pluie. Le mois d'août, pas de pluie. Et l'incendie a déclenché à la fin août. Il a brûlé jusqu'aux neiges au mois d'octobre. Ça a été un drame que moi, c'est M. Henri Fréchette qui m'avait parlé de ça, qui a piqué ma curiosité. Et j'ai cherché après ça. Et à force de fouiller, on trouve. Et c'est à partir de ça, M. Fréchette a toujours eu des problèmes d'asthme. Et lui dit que sa mère lui avait dit que c'était causé par la fumée qu'il avait respirée quand il était petit garçon. Il avait 3 ou 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Et il se souvenait de ça encore, qu'il avait 85 ans, je pense, quand il m'en a parlé. Et c'était frais à sa mémoire. Il dit, oui, je me souviens, le village était dans la fumée. En fouillant les mêmes recherches, le feu n'était pas uniquement à Saint-Georges, mais toutes les tourbières du côté de la baie Watopeka ont brûlé. La tourbière du rang 3 a brûlé. L'incendie s'est propagé par les tisons qui ont parti au vent. Une partie du rang 2 de Wotton a brûlé. Le rang 6 et le rang AB ont eu énormément de dégâts. Ça tient du miracle qu'il n'y a pas eu de morts, mais des fermes complètes ont été brûlées. C'était une époque assez pénible. Mais là, on avait vu que la solidarité des paroissiens, là, des mondes extérieurs, on appelait ça des billes dans le temps. Là. Le monde se sont aidés gros, puis on voyait la solidarité lorsque ça arrivait, ces drames-là. Là. Malgré les catastrophes d'incendie, il y a eu des drames, comme dans toutes les municipalités, des maisons qui ont brûlé, des enfants qui sont décédés, des enfants ou des personnes âgées qui sont décédées dans les maisons. Il y a toujours eu de l'entraide pour la reconstruction, que ce soit une maison, que ce soit une grange. Moi, j'ai vu l'étable chez M. Jean-Guy Fréchette en 1981, monter les murs, et on dit, si on a monté un chevron demain soir, ça va être beau. Alors, à l'heure du dîner, les chevrons étaient finis de monter. Il y avait 85 gars sur la construction. J'entendais les coups de marteau de chez moi. Je pouvais suivre le rythme, assez que le bébé ne voulait pas dormir parce que les bruits de marteau étaient trop forts. Et pourtant, je ne suis pas à côté, là. J'étais à 1 kilomètre, un peu plus qu'1 kilomètre, mais le bruit des marteaux, c'était la cadence que tout le monde frappait en même temps, simultanément. C'était un geste de solidarité sonore et visuel. Tout le monde faisait un bi. C'est comme ça qu'on appelait l'action, mais les femmes, on amenait de la popote, puis on nourrissait les hommes qui étaient sur le chantier. Mais c'était 100 personnes qui ont travaillé ensemble sur le chantier. Il y en avait une équipe dans les cuisines, puis l'équipe sur le chantier. C'était vraiment du travail d'équipe pour survivre et surmonter les difficultés. Saint-Georges de Windsor est une communauté qui a su conserver son histoire pour rendre hommage aux premiers colons, tout en étant dans la modernité. Ses ancêtres ont défriché, labouré, semé pour pouvoir enfin récolter. Ils ont vaincu les obstacles comme autant de dragons.
Une production laitière de qualité a permis l'établissement de nombreuses fromageries dont la réputation dépasse les frontières du Québec et même du Canada. Ce qui fait également la marque de la municipalité est le maintien du lien entre le monde rural et les citoyens du village. Quand arrive un drame, une catastrophe, il y a toujours un voisin ou le voisin d'un voisin prêt à donner un coup de main pour rebâtir une maison détruite par un feu, pour aider le voisin, le village voisin ou refaire le toit arraché par le vent. La nature est forte et la nature est belle. Si Saint-Georges de Windsor était sur un cheval pour terrasser le dragon, le visiteur, lui, peut monter sur le dos d'une vache au repos pour admirer le paysage. La première fois que j'ai vu la halte des horizons, je me suis dit « Ah la vache !»